what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. At one point, the market fell as if down a well, over 700 points. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. La crise financière de 2007 à 2008 est un événement qui a fait trembler le globe tout entier. Commençons aux États-Unis avec la montée et la chute des prix de l'immobilier et se propageant par la suite dans le monde entier, cette crise a provoqué une panique mondiale. La panique s'empare des marchés financiers, la bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%. La tempête est générale, effondrement à Moscou et à Rio. Considérée comme la crise financière la plus violente que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise a déclenché énormément de faillites et a fait perdre énormément d'argent. La 4e banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. Aux États-Unis, la crise qui touche les crédits immobiliers ne cesse de pousser de plus en plus d'Américains à quitter leur maison, obligés de vendre, les remboursements devenant impossibles. Et aujourd'hui, on va se plonger dans l'une de ces faillites. Une faillite d'entreprise qui était en fait une arnaque qui a duré plus de 20 ans. Retour ce soir sur cet incroyable scandale financier, 50 milliards de dollars de fraude. C'est sans doute un record en termes d'escroquerie. Comment un seul homme, si puissant soit-il, a pu faire perdre autant d'argent à autant de banques à travers le monde ? Commence à la fin des années 30 aux États-Unis, à New York. Les États-Unis se remettent du krach boursier de 1929. La Grande Dépression touche à sa fin et c'est dans ce contexte que naît notre personnage principal, Bernard Lawrence Madoff, qu'on appellera Bernie tout au long de l'histoire. Fils de 2 parents juifs qui ont immigré aux États-Unis, il grandit dans une famille de 3 enfants avec ses 2 parents Ralph et Sylvia, sa grande sœur et son petit frère Peter. Son père, lui, faisait plusieurs petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Quant à Bernie, lui, était un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il fréquente le lycée, puis l'université et obtient un diplôme en sciences politiques en 1960. Il faut savoir que Bernie, depuis son enfance, a développé une crainte viscérale de l'échec. Son père avait eu plusieurs entreprises qui ont tous coulé, et sa mère a parfois été obligée de travailler. Et ça a créé chez Bernie une véritable détermination de réussir sa vie et de gagner énormément d'argent. La même année, à l'âge de 22 ans, il prend $500 et fonde avec sa femme Ruth sa société d'investissement. Et il se poste en tant que courtier pour des petites entreprises. Pour vous expliquer c'est quoi un courtier en investissement et ce qu'il fait, vous voyez le loup de Wall Street ? Bah c'est pareil. C'est une personne ou une entreprise qui se charge d'organiser et de faire des transactions, qu'elles soient financières ou commerciales. Dans le cas de Bernie, c'est un courtier dans le domaine de la finance. Il se charge d'appeler les clients et il facilite les transactions entre les vendeurs et les acheteurs. En fait, pour faire simple, c'est un intermédiaire. Et lui touche une commission pour chaque vente. Mais ses clients sont pour l'instant de petites entreprises, ce qui ne va pas empêcher son entreprise de très bien fonctionner. Et à côté de ça, il ouvre une activité de conseiller en investissement qu'il garde secret. C'est-à-dire, il gère l'argent de ses clients en faisant des investissements pour eux. Ses clients lui confient une somme et lui se charge de la faire grossir. Et contrairement à son activité de courtier où il prend une commission, là il prend des paiements directs, ce qui est plus lucratif. Au bout d'un certain temps, Bernie gérait le portefeuille de plus d'une vingtaine de clients et il a décidé d'investir l'argent de ses clients dans des fonds spéculatifs. Mais heureusement pour lui et ses clients, il arrivait à gagner de l'argent. Mais en mai 1962, le marché s'est effondré. Et je dis bien tous, les portefeuilles des clients sont tombés à zéro. Il ne leur restait plus rien. Et en tout et pour tout, Bernie a perdu $30 000. Bon, peut-être que ça paraît rien dit comme ça, mais à l'époque c'était beaucoup. Et Bernie, qui a fait perdre tout l'argent de ses clients, se sentait extrêmement coupable et a décidé de tout rembourser de sa poche. Il va donc voir son beau-père et lui emprunte $30 000 pour rembourser ses clients. Plutôt noble de sa part. Mais en rendant l'argent à ses clients, au lieu de leur dire ce qu'il s'est vraiment passé, qu'il a perdu tout leur argent, etc., il décide de leur mentir et de leur dire qu'il avait tout prévu, se faisant au passage passer pour un génie auprès de ses clients. Dans les années 70, l'ordinateur arrive sur le marché et le monde de la finance va en être bouleversé. Bernie et son frère Peter ont appris à se servir d'un ordinateur. Donc dès le début de la nouvelle ère, ils ont un avantage considérable sur le marché. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait des semaines pour acheter des actions. Mais Bernie et son frère prenaient seulement 3 jours. Et au fil des années, ça lui rapporte de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a notamment eu 2 enfants, Mark et Andrew. Il est monté en statut, il vit dans un quartier chic. Bref, on peut dire qu'il va dans le bon sens. Et dans les années 80, Bernie commence à rapporter énormément d'argent, devenant carrément l'une des sociétés principales de Wall
Wall Street. Et avec ça, la popularité de Bernie augmente. Il devient respecté à Wall Street, il est au conseil d'administration du Nasdaq, il fait des voyages d'affaires en Europe, il devient la référence de Wall Street. Et avec le succès vient la richesse. Il s'achète de nouveaux bureaux, un penthouse à Manhattan, une maison de vacances, un bateau. Rappelez-vous, lui qui partait de rien. Dans l'entreprise de Bernie, tout se passe bien. Ses enfants Mark et Andrew et son frère Peter travaillent avec lui. Ses employés se sentent bien, même très bien avec Bernie. Bernie est un patron attentionné et généreux qui prend soin de ses employés, n'hésitant pas à les inviter dans sa maison de vacances, à payer les lunes de miel pour ceux qui se marient, à leur faire des cadeaux. On peut dire que c'est un patron qui considère les employés de son entreprise comme sa famille. Mais il a aussi une autre facette dans sa personnalité. C'est quelqu'un de très maniaque. Il ne néglige rien sur son apparence. Par exemple, s'il voyait un ordinateur de travers, il le replaçait, même si quelqu'un travaillait dessus. Tous les objets sur les bureaux des employés devaient être soit en noir, soit en gris. Tout devait être uniforme. C'est notamment quelqu'un de très irritable. Il arrivait même que ses employés cherchaient à l'éviter pendant toute une journée. Bref, il pouvait être à la fois le meilleur des patrons et à la fois un tyran qui pouvait profondément déstabiliser ses employés. Mais malgré tous ses défauts, il savait comment réagir à une situation compliquée. Le 19 octobre 1987, le marché boursier connaît une nouvelle chute. Ce jour-là, c'était la panique totale à Wall Street. Tous les investisseurs revendaient en masse. Ils avaient peur de l'inflation, de la chute du dollar, c'était le chaos pour les employés de Wall Street. Lors de cette catastrophe boursière, beaucoup d'entreprises ont décidé de fermer leurs portes et de ne plus prendre aucune demande. Les investisseurs qui voulaient vendre ou acheter ne pouvaient plus rien faire. Mais l'entreprise de Bernie, elle, est restée ouverte pour répondre au téléphone et répondre aux demandes des investisseurs. C'était la panique générale, mais Bernie, lui, est resté calme, même si cela signifiait de perdre de l'argent. Et grâce à ça, sa popularité et sa réputation n'a fait que monter. La SEC et Wall Street lui ont été très reconnaissants pour ce qu'il a fait. La SEC, c'est l'organisme qui s'occupe de la réglementation et du contrôle des marchés financiers américains. Pour la faire courte, c'est l'équivalent de la AMF en France. Bernie a aidé à réécrire le règlement des marchés financiers, il a commencé à être invité à des réunions d'administration, à être invité dans des tables rondes, et pour le monde de la finance aux États-Unis, Bernie était là. Personne de confiance, devenant carrément le président du Nasdaq pendant 3 ans. Et je pense que vous l'avez compris, c'était quelqu'un de respecté à Wall Street, de très très respecté. Dans les années 90, Bernie est devenu une véritable figure de Wall Street. Son entreprise de trading est très prospère, mais je vous ai dit qu'il avait une activité de conseiller en investissement, qu'il n'avait en plus de ça pas déclaré. Eh bien, il s'en occupe encore et il la développe de plus en plus. Avec l'argent de ses clients, il arrive à faire des rendements de plus de 11%. Pour vous donner une idée, le livret A, c'est seulement 3%. Et Bernie, lui, donne des rendements à plus de 11% par an, allant jusqu'à 15 à 19%. Et en plus de ça, il ne subit aucune perte. Il est constamment en profit, ce qui n'est pas du tout normal. Et un jour, on a signalé à la SEC une brochure qui présente une société de conseil en investissement qui offre des rendements à 100% sûrs, qui en plus de ça se vantent de ne pas avoir subi une seule perte, et que leurs opérations sont sans risque. Et quand même la SEC dit qu'être constamment en profit sans subir aucune perte n'est pas normal, c'est que ce n'est vraiment pas normal. Donc ils ont enquêté sur la brochure et sont remontés jusqu'à 2 personnes, Frank Avellino et Michael Bienes. Et une fois retrouvés, la SEC les a interrogés. Et on leur a demandé combien d'argent ils avaient collecté. Et ils ont répondu 444 millions de dollars il me semble. Et les agents de la SEC n'en revenaient absolument pas. Donc les agents arrêtent immédiatement l'interrogatoire et sont partis rapporter des informations au chef de la SEC de New York. Et la SEC s'est immédiatement mis sur les côtes de Frank et Michael. Mais ils les arrêtent dans leur élan pour leur dire c'est pas nous qu'il faut interroger. Allez voir Bernie Madoff. Donc la SEC a commencé à enquêter sur Bernie. Et Bernie leur montre les registres de comptes, les rapports de transactions, etc. Et il n'y a aucun problème avec les documents. Tout est en ordre. Donc la SEC a tout simplement fermé l'entreprise de Avellino et Bienes vu qu'elle n'était pas immatriculée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'entreprise appartenait indirectement à Bernie et que tous les documents que Bernie leur a montrés étaient des faux. Bernie avait en fait demandé à son bras droit, Frank DiPascali, de lui créer des faux documents. Frank DiPascali est un financier qui travaille avec Bernie depuis plusieurs années. Il est considéré comme quelqu'un de très intelligent et de très adroit. Et grâce à ses talents, la SEC est passée à côté de l'arnaque qui deviendra la plus grande fraude financière de l'histoire à ce jour. Et est-ce que vous voulez savoir quelle est l'arnaque? Une pyramide de Ponzi, et je pense que vous avez déjà entendu ce nom. Alors pour expliquer simplement une pyramide de Ponzi, c'est quoi? Une pyramide de Ponzi est une arnaque financière où une personne ou une entreprise promet des rendements élevés à ses investisseurs. Mais au lieu de faire de l'argent, la personne ou l'organisation appelle de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents. Et ce schéma continue jusqu'à que la pyramide s'effondre, car il dépend constamment de l'argent des nouveaux investisseurs. Et une fois que de nouveaux investisseurs cessent de participer, la pyramide s'effondre. L'escroquerie est en elle-même relativement simple. Mais ce qui est le plus dur, c'est de trouver de nouveaux investisseurs. Mais bon, pour ça, Bernie n'a pas à s'inquiéter, vu qu'il est membre du prestigieux Palm Beach Country Club. En 2 mots, c'est un club où il n'y a que des riches. Pour rejoindre le club, les frais d'entrée sont de 300 000 $. Déjà, juste là, ça pose les bases. Et pour continuer à le fréquenter, il faut donner la même somme tous les ans. Ah, c'est pas donné, hein. Et une fois là-bas, il
il trouve énormément d'investisseurs. Mais Bernie est très malin. En fait, Bernie a tellement une bonne réputation qu'on vient lui demander si on peut investir chez lui. Et ce qui rend Bernie encore plus malin, c'est qu'il rend le fait d'investir chez lui encore plus difficile. Par exemple, si quelqu'un venait avec son argent et demandait à investir chez Bernie, il lui répondait « Non, on n'a pas assez d'amis en commun, tu connais pas assez de personnes. Voilà, on n'est pas assez potes, on n'a pas assez de potes en commun, tu connais pas assez de personnes. Donc voilà quoi. Au revoir. » Et si par je ne sais quel miracle il acceptait, eh bien c'était tant mieux. Il arrivait même parfois que Bernie voulait rendre l'argent, et les clients refusaient de reprendre leur argent. L'escroquerie se distingue aussi des autres par le soin méticuleux apporté aux détails. Bernie envoie des lettres à ses clients qui contiennent des relevés de vente ou d'achat d'actions, qui sont en fait tous faux et créés dans le 17e étage des bureaux de Bernie. Certains investisseurs se posaient des questions sur les profits faramineux de Bernie, mais lorsque les clients devenaient trop curieux et commençaient à poser des questions à Bernie, Bernie leur disait de reprendre leur argent. Et ceux qui voulaient par eux-mêmes récupérer leur argent, il leur disait « Ok, très bien, si vous m'y forcez, mais ne revenez pas », ce qui renforçait encore plus le sentiment d'exclusivité. Il faut savoir que tout ce qui se fait au 17e étage est totalement confidentiel. Seuls quelques employés de Bernie sont dans le coup, pas même ses propres fils. À ce moment-là, Bernie était en pleine expansion. Entre 1990 et 2000, on compte plus de 5000 clients dans son fonds d'investissement. Et c'est dans ces eaux-là que Bernie est rentré dans le monde des fonds spéculatifs. Alors un fonds spéculatif, c'est un autre type de fonds d'investissement. Mais un fonds spéculatif cherche à réaliser des bénéfices encore plus importants. Et qui dit bénéfice plus important, dit prise de risque. Donc au lieu d'investir dans des actions stables et sûres, ils investissent dans des actions plus risquées. Eh bien, plusieurs fonds spéculatifs se sont mis à investir chez Bernie. Donc, pour que vous compreniez bien, imaginez que je gère un fonds spéculatif. Vous me confiez votre argent pour que je le fasse grossir. Eh bien, moi, je vais investir votre argent chez Bernie, vu que lui, il est toujours en profit. Donc, dans tous les cas, je gagnerai. Et cette tactique a très bien fonctionné pour Bernie. Dans son fonds, il n'avait pas que l'argent provenant des États-Unis, mais aussi l'argent provenant des fortunes européennes, latines et asiatiques, ce qui lui a donné une crédibilité internationale, ainsi qu'à l'accès à de l'argent du monde entier. Réfléchissez juste maintenant à l'influence qu'il a. À côté de ça, Bernie a aussi promis à ses plus gros investisseurs qu'il leur donnerait encore plus d'argent qu'aux autres. Parmi eux, on trouve Norman Levy, Carl Shapiro, Stanley Chase et Jeffrey Pickauer. Ce sont les 4 plus gros investisseurs de sa pyramide. Et on va se concentrer sur Jeffrey Pickauer. Bon, pour commencer, c'est un milliardaire qui a investi plus de 600 millions de dollars entre 1998 et 2003. Et c'est le seul qui a réussi à mettre en péril la pyramide de Ponzi. Il retirait d'énormes sommes. Et on parle pas en millions. On parle en milliards. Il a même retiré 1 milliard de dollars d'un seul coup. Donc lorsque Pickauer retirait et faisait ses bénéfices, Bernie, son seul moyen de sauver sa pyramide, c'est d'injecter encore plus d'argent, ce qui le rendait en quelque sorte dépendant de Pickauer. Bernie le soupçonne même d'être au courant que c'est une pyramide de Ponzi et d'en profiter. Donc il s'est sûrement dit qu'il fallait pas trop faire le malin avec lui et faire comme si tout allait bien. S'il veut retirer 1 milliard, qu'il retire. S'il veut retirer 100 millions, qu'il retire. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a littéralement mis en pratique la phrase « Sois plus proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis ». Nous sommes dans les années 2000. On suit la journaliste Erin A, qui opère dans le domaine de la finance et qui a décidé d'enquêter sur Bernie et son fonds d'investissement, après qu'un de ses collègues lui ait dit qu'elle devrait vraiment s'y intéresser. Parce que ce mec gagne trop d'argent, ce n'est pas possible. Et elle l'a très vite remarqué. Au début des années 2000, Internet explosait et la bourse a chuté. Et au même moment, alors que le marché dégringole, Bernie, lui, est en profit. Plutôt étrange, hein. Donc elle est partie à Wall Street dans les marchés financiers et a interrogé les traders. Et elle leur a demandé s'ils avaient déjà marchandé avec Bernie. Et tout le monde a répondu non. Donc elle part dans des banques privées demander si les banques avaient des clients qui ont investi chez Bernie. Et plus ça avançait, plus son cerveau se retournait. Une fois, on lui a dit « On peut investir chez Bernie, mais uniquement à condition de ne pas en parler. » Et là, elle s'est dit « Comment ça, on n'a pas le droit d'en parler ?» C'est plutôt l'inverse de base. Lorsque tu veux attirer plus de clients, tu veux qu'on parle de toi. Mais ça, c'est vraiment le moment où ça lui a mis la puce à l'oreille. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu la certitude qu'un truc n'allait pas. Donc elle a essayé de contacter Bernie pour l'interviewer. Et sans surprise, Bernie ne répondait pas. Donc elle lui a laissé un message sur son répondeur et lui a dit « D'accord, monsieur Bernie, si vous ne voulez pas répondre, que vous ne répondez ou que vous ne répondez pas, on va faire un article sur vous et sur votre fonds d'investissement. » Et là, d'un coup, Bernie a répondu. Donc il répond au téléphone et lui répond calmement « Je ne peux pas vous révéler ma stratégie. Elle est protégée. » Et lorsque l'article est sorti, Erin s'attendait à ce que ça fasse le tour du monde, que ça fasse un drama. Mais que nini. Bernie a tout simplement répondu « Ces accusations sont ridicules. » Et fin, plus personne n'en a parlé. Mais par contre, l'article a quand même mis le doute dans la tête de certains investisseurs, comme Jeffrey Tucker, qui est un des plus gros investisseurs de Bernie. Et ça parle vraiment en milliards. Donc Tucker est parti voir Bernie à son bureau et l'a confronté avec l'article. Il lui a dit qu'il était super inquiet. L'argent qu'il a confié à Bernie est censé le faire grossir. Mais bon, vous et moi savons vraiment ce qui se passe. Et Bernie lui répond comme d'habitude d'un air calme. Et il lui montre le journal de transaction pour le rassurer, pour lui montrer que tout se passe bien. Mais Tucker, ce qu'il veut voir, c'est un journal informatique. L'ordinateur, lui, ne peut pas mentir. Donc Bernie allume un PC et lui montre un compte DTC. C'est un compte bancaire pour les gars de Wall Street. Bref. Et Bernie lui a demandé de choisir une action, n'importe laquelle. Choisis ce que tu veux, je vais te montrer. Et tu verras que
tout se passe bien, t'inquiète pas. Donc Tucker a choisi et il lui a montré. Et il était affiché exactement le nombre d'actions auxquelles il s'y attendait. Donc tout baigne. Il est parti soulagé et rassuré. Et maintenant vous vous demandez sûrement comment Bernie a fait pour sauver le coup. C'est un ordinateur ne peut pas mentir. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, le Tucker là, c'était un ancien régulateur de la SEC. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en finance, c'est pas le premier abruti venu. Alors comment il a fait pour le berner là, le Bernie? Sans mauvais jeu de mots. Eh bien, le site était un faux. Tout simplement, le site était un faux. Il a appelé des programmeurs pour programmer un site de zéro qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au DTC. Il lui a montré. Donc il a des programmeurs qui travaillent exclusivement pour sa pyramide de Ponzi. C'est fou, hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul stratagème employé par Bernie. Parce que Bernie n'est pas le seul gars un peu intelligent dans cette histoire. Par exemple, une fois, un comptable d'un fonds d'investissement qui investissait chez Bernie a demandé à avoir un journal de transaction pour une date bien précise. Donc Bernie dit « Ok, pas de souci ». Donc Jay Pascali et ses employés ont travaillé comme des fous pour leur sortir un faux journal. En imprimant les papiers, il leur dit « Les gars, les papiers sont trop neufs là, faut les rendre plus usés ». Donc il les lance partout dans le bureau pour les rendre plus crédibles, il les met dans un frigo pour les refroidir, et le comptable n'y a vu que du feu. Et je vous ai dit que Bernie avait des programmeurs qui codaient pour lui. Leur nom, George Pérez et Jerry O'Hara. Et bien logiquement, ces programmeurs savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était illégal, et ils ont commencé à s'en vouloir et à s'inquiéter d'être découverts. Donc en 2006, ils sont partis voir Jay Pascali pour lui demander une augmentation de salaire. Et ils sont partis négocier avec Bernie. Ils lui ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec leur mission et que Bernie devait arrêter ce qu'il faisait. Ce qui, au passage, a évidemment énervé Bernie. Mais heureusement pour eux, Frank est tellement cool qu'il négocie pour eux. Il a négocié auprès de Bernie et il a réussi à leur obtenir une augmentation de 60 000 $. En fait, Frank, c'est le grand frère en fait. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus Bernie se fait des ennemis potentiels. En parlant d'ennemis potentiels, je pense qu'il est temps de vous parler d'Harry Markopolos, qui est un analyste financier américain, un génie des mathématiques. Il a été contacté en 1999 par un commercial du nom de Frank Cassie. Il y a vraiment trop de Frank dans cette histoire. Et Frank avait découvert son fonds d'investissement secret. Et il avait aussi découvert les profits qu'il faisait. Et il voulait faire pareil que lui. Donc Frank est parti le voir et lui a donné des relevés de profit de Bernie. Harry les a regardés quelques secondes et a directement dit à Frank « Frank, ce que tu montres là, c'est du pipeau. C'est toi-même, tu es un expert, tu sais très bien que c'est impossible. Il ment. » Et Frank lui dit « Je sais que c'est pas normal, mais je veux savoir comment il fait. » Et Harry lui répond « Je suis certain que c'est une fraude. Peut-être même une pyramide de Ponzi. » Et Frank qui pète un câble lui dit « Oh mon Dieu, tu ne peux pas dire que c'est une pyramide de Ponzi. Tu ne peux pas dire que ce mec est un fraudeur et encore moins l'accuser d'une pyramide de Ponzi. » Ça montre à quel point faire une pyramide de Ponzi, c'est une dinguerie. Même si Harry crie haut et fort que être constamment en profit et être constamment en gain, c'est pas possible, leurs chefs leur ont demandé de développer un équivalent. Et il a directement vu que les résultats de Bernie ne correspondaient pas du tout à ce qui se passe sur le marché. Ça ne suivait que 6% du marché. Et il constate aussi que Bernie est à 96% positif. Ce qui est impossible. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit à coup sûr, Bernie ne peut être qu'un fraudeur. Donc autant le mettre hors course. Voilà, comme ça il y aura plus de concurrence. Donc il rédige une lettre de plusieurs pages à la SEC pour les avertir que Bernie Madoff fait quelque chose de très louche. Et il leur dit « En 25 minutes, je vais vous prouver l'un de ces 3 scénarios concernant le fonds spéculatif de Madoff. Numéro 1, il est incroyablement talentueux et chanceux, et je suis un idiot qui vous fait perdre votre temps. Numéro 2, les rendements sont bien réels, mais ils sont obtenus d'une autre manière que celle annoncée. Numéro 3, le fonds tout entier n'est rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi. » Et en recevant la lettre de Harry, la SEC ne fait rien. Donc Harry ne se décourage pas et il envoie plusieurs autres lettres à la SEC. Mais même résultat, la SEC ne réagit pas du tout. Mais ça, c'est mal connaître Harry. Il n'abandonne pas et contacte tous les grands journaux. Mais tous les grands journaux le snob. Parce que c'est Bernie Madoff quoi. On va pas accuser Bernie Madoff. Vous savez c'est qui Bernie Madoff? C'est le grand financier de Wall Street les gars. On va pas accuser Bernie Madoff de faire une fraude les gars. Donc il appelle Frank. Il lui dit « Faut qu'on trouve un journaliste d'investigation spécialisé en finance ». Frank accepte avec joie et il lui dit « Mais ça se trouve où ton journaliste d'investigation ?» Mais heureusement pour eux, Frank en trouvera un très rapidement. Et le pire, d'une manière totalement inattendue. Frank avait une conférence à Londres et en sortant de l'aéroport pour partir avec un taxi, un bonhomme tape à sa fenêtre. Et il lui demande s'il va lui aussi à la conférence. Sans savoir que c'est même Frank qui va présenter la conférence. Et il lui demande s'il peut l'emmener avec lui. Donc Frank accepte. Et il se présente à Frank et il lui dit « Oui, je m'appelle Michael O'Krant. Je suis journaliste d'investigation spécialisé en fraude financière. » Ça, les gars, c'est ce qu'on appelle le destin. Donc Frank saute sur l'occasion pour lui parler de Bernie Madoff, et ce qui rajoute encore plus une couche d'incroyabilité à la scène, il le savait lui aussi. Il savait qu'il y avait anguille sous roche. Donc ils se mettent à travailler ensemble sur un article qui a pour but d'annihiler Bernie Madoff. Et quand l'article est sorti, un éclair de lucidité a frappé la SEC, et ils se sont dit, je pense qu'il est vraiment temps de
d'enquêter en fait. Donc une agente de la SEC de Washington prend son téléphone et appelle Bernie pour lui poser des questions et elle lui dit « Bonjour Bernie, nous allons faire un contrôle au sujet de votre fonds spéculatif. » Je n'ai pas de fonds spéculatif. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'était vraiment ça l'enquête en question. Non, SEC vraiment c'est zéro pointé. Et là je pense que si vous avez suivi dès le début, je pense que vous comprenez pourquoi la SEC n'insiste pas avec Bernie. En fait, c'est Bernie quoi, c'est Bernie Madoff. C'est lui qui a révolutionné la finance. Impossible qu'il nous trahisse un jour. C'est impossible déjà qu'il ait un fonds spéculatif et qu'il ne le déclare pas. Et de deux, c'est un ancien président du Nasdaq. Qu'est-ce qu'il va faire avec une pyramide de Ponzi? Je pense qu'ils se sont sincèrement dit ça à la SEC. Et je pense que vous le comprenez, Bernie est invulnérable. Bon, maintenant retournons du côté de Frank et Harry. Ils ont découvert que Bernie avait des milliards et des milliards de dollars en Europe et qu'il les a placés dans des comptes aux îles Caïmans. Frank pose même la possibilité que Bernie garde de l'argent appartenant au cartel et à la mafia russe. Ce qui les a fait un peu flipper, j'avoue, parce que s'il s'attaque à Bernie, il s'attaque indirectement à l'argent des cartels. Et Frank a aussi un ami, Ronnie Thierry de la Villuchet, un Français qui a mis de l'argent chez Madoff. Et Frank lui prévient que si Bernie ment et que c'est bien un fraudeur, il a intérêt à bien se tenir. Et Thierry de la Villuchet lui a dit qu'il avait une entière confiance en Bernie, et que dans tous les cas, il avait déjà mené son enquête, et que tout allait bien. Donc pas besoin de s'inquiéter. Et Frank lui dit, ok, juste, imaginons que moi et Harry avons raison. Toi, qu'est-ce que tu deviens? Et Thierry de la Villuchet lui répond, pour être clair, Frank, j'ai toute ma fortune chez lui. Une grande partie de la fortune de ma famille est chez lui. Tous les banquiers privés avec lesquels j'ai établi des relations sont chez lui, ainsi que la moitié de la royauté d'Europe probablement. Donc, si je me trompe, je suis fini. Et si toi et Harry aviez raison, je suis un homme mort. En 2004, la SEC reçoit encore plusieurs lettres visant Bernie. Donc en 2005, la SEC a encore décidé de mener une enquête. Mais bon, cette fois-ci, au lieu d'appeler Bernie et de raccrocher en 20 secondes, la SEC envoie cette fois-ci 2 jeunes inspecteurs qui vont devoir rester avec Bernie. Bon, quand ils arrivent dans les bureaux de Bernie, vous le connaissez, il est toujours calme, il les invite à s'asseoir. Il discute avec eux, il plaisante avec eux, il leur apprend même des choses sur la SEC que eux-mêmes ne savaient pas. Et les 2 jeunes qui voient Bernie en personne sont en admiration. En même temps, c'est normal, c'est Bernie Madoff. Combien de fois je vais devoir le répéter? C'est Bernie Madoff. Et pendant que les inspecteurs examinaient son entreprise de trading, Bernie était cordial et détendu avec eux. Mais lorsqu'il se dirigeait vers sa pyramide de Ponzi, Bernie devenait nerveux et tendu. Et pour se protéger, il les a dirigés vers une fausse piste, le délit d'initié. Et qu'est-ce que c'est que le délit d'initié? Le délit d'initié, c'est lorsque quelqu'un a des informations confidentielles et privilégiées sur une entreprise, et les utilise pour acheter et vendre des actions de cette même entreprise, ce qui lui donne en fait un avantage injuste sur les autres. En gros, c'est tricher sur le marché. Et bien sûr, c'est illégal. Et Bernie les a redirigés vers ça exprès. Et un jour, les jeunes inspecteurs sont partis en pause déjeuner et Bernie en a profité pour fouiller dans leurs affaires. Et en fouillant, il a trouvé quoi? L'article d'Erin et l'article de Michael, Harry et Frank. Et là, Bernie a directement compris qu'ils sont venus enquêter sur sa pyramide de Ponzi. Et il en a eu la rage. Il est directement parti voir les inspecteurs en face à face et leur a demandé « Vous cherchez quoi en fait ?» Et il lui répond « Nous voulons savoir ce que vous faites avec ces fonds spéculatifs. » Et Bernie répond avec un culot que je n'ai vu qu'au cinéma. « Allons bon. J'ai vérifié ça avec votre chef il y a des années. Ils savent déjà tout ça. Écoutez, je ne gère pas de fonds spéculatifs. Je passe des opérations pour des fonds spéculatifs. Ok? Appelez Washington pour vérifier. » Et ça passe. Il leur a littéralement coupé l'herbe sous le pied. Et quelques jours plus tard, les jeunes inspecteurs plient bagages et rentrent gentiment d'où ils viennent. Non, plus sérieusement, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui puisse permettre d'affirmer que Bernie a commis une quelconque infraction. Et encore moins une pyramide de Ponzi. Mais il y a un problème. Une fois à la SEC, ils n'ont pas parlé de ce que Bernie leur a dit. Bref, petite ellipse, en août 2005, le monde de Wall Street connaît un choc virulent. Un gestionnaire d'un gros fonds spéculatif est arrêté pour avoir fait une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi à plusieurs centaines de millions de dollars. Et cette nouvelle a fait le tour du monde de la finance et beaucoup d'investisseurs en fonds spéculatifs ont commencé à se méfier. Donc, il y a eu une vague de retraite chez Bernie. Ok, en fait, j'ai compris. Il vous faut pas des articles de 500 pages qui prouvent par A plus B que c'est une pyramide de Ponzi. Je pense qu'il vous faut juste un gros choc. Et Bernie s'est vite retrouvé à sec. Il lui restait quelques millions sur son compte qui servait pour la pyramide de Ponzi. Et des clients voulaient récupérer leur argent. Le tout atteignait plus de 100 millions de dollars. On dirait un jeu tellement ça parle en millions. Donc il a appelé ses plus gros investisseurs, notamment Jeffrey Pickauer, qui a pu intervenir et investir 125 millions de dollars. Et Bernie est passé à ça de la faillite. On peut dire qu'il a sauvé. Mais Harry, qui ne veut visiblement pas lâcher le steak, envoie une autre lettre à la SEC. Une lettre qu'il appelle gentiment le plus gros fonds spéculatif est une fraude, en parlant du fonds de Bernie. Et dans cette lettre, il répertorie près de 29 red flags où il explique par A plus B que Bernie est un escroc. Et après leur avoir répété pour la 350e fois que Bernie est un escroc, la SEC se décide encore de mener une enquête. Mais cette fois-ci, de manière plus approfondie. Encore une fois. Donc en janvier 2006, la SEC mène l'enquête. Et cette fois-ci, la SEC ne va pas chercher des indices auprès de Bernie directement. Mais
directement auprès de ses clients. Et Bernie a appris qu'il menait l'enquête, donc il a pris son téléphone pour appeler le client vers qui la SEC s'est dirigée. Et il lui a dit exactement quoi dire à la SEC quand ils vont frapper à sa porte. Et avec toutes les enquêtes qui s'enchaînent et les magazines qui parlent de lui et sa pyramide, Bernie sent que tout pourrait voler en éclats en un seul instant. Donc il décide de se rendre directement à la SEC et de prendre un rendez-vous. Et une fois arrivé en plein territoire ennemi, il leur dit « Je suis là maintenant. Je répondrai à toutes vos questions. Que voulez-vous savoir ?» Donc, il lui pose des questions. Où échangez-vous ces options mentionnées dans votre stratégie? Et aussi, on aimerait consulter votre compte DTC. Alors, Bernie leur écrit une liste de banques à appeler et il leur donne son numéro de compte. Bon, si vous avez suivi jusque-là, je pense que vous avez compris que Bernie n'a absolument fait aucune transaction et il n'a négocié avec aucune banque. Donc, s'ils appellent une de ces banques et qu'ils vérifient, c'est la fin. Donc là, Bernie leur a donné les preuves sur un plateau. Et je pense sincèrement qu'il s'est dit... Foutu pour foutu, autant je pars en bonhomme. En même temps, c'est pas étonnant avec la pression qu'il devait avoir. Mais enfin, bref, Bernie s'attendait à recevoir un raid du futur venu pour l'arrêter. Mais non. Les jours sont passés et personne n'est venu. Et juste devinez ce qu'il s'est passé. Eh bien, la SEC n'a vérifié aucune banque. Elle n'a appelé aucune banque. Ils ont juste oublié. Ils ont mis l'enquête de côté, ils ont oublié. Mais bon, ils ont quand même fait une chose. Ils l'ont forcé à immatriculer sa société. Et le pire, c'est qu'après, Bernie s'en servait pour dire à ses potentiels clients que la SEC l'a validé. Et une fois de plus, Bernie a réussi à s'en sortir. Et durant les années qui vont suivre, Bernie va atteindre le sommet. L'homme qui partait d'une famille d'immigrés de classe moyenne est à la tête du plus gros fonds spéculatif du monde. La SEC a complètement validé sa société, les accusations de ses ennemis sont ignorées, et plus rien ne peut désormais l'arrêter. Pas un jour sans que nous ne vous parlions dans nos différentes éditions des conséquences financières de la crise des subprimes aux États-Unis. Des milliards de dollars de dépréciation d'actifs pour les banques, des démissions spectaculaires à la tête des plus prestigieuses institutions financières, sans parler d'un marché boursier chahuté. En 2008, une crise financière d'ampleur mondiale fait son apparition. La crise a commencé aux États-Unis à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier. Plus précisément, à cause de l'augmentation des prêts immobiliers, plus connu sous le nom de subprimes. Alors pour expliquer brièvement c'est quoi un subprime c'est un type de prêt donné à des personnes qui ont un risque plus élevé de ne pas pouvoir le payer, soit à cause d'un faible revenu ou une situation d'emploi instable. Et une fois qu'une personne ne peut plus payer, on dit qu'il est en défaut de paiement. Donc la banque revend la maison. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont été incapables de payer leur loyer, tout simplement car les prix ont augmenté. Donc les locataires ont été expulsés de leur maison, logiquement, et les maisons sont parties en vente. Donc en fait, ça a été des montagnes russes. Beaucoup de personnes achetaient des maisons et des titres, donc les prix montaient. Mais le problème, c'est que les gens qui ont des faibles revenus ne peuvent plus payer, donc les gens sont expulsés de chez eux, et les maisons sont mises en vente. Donc... les prix ont chuté. Et ça a causé des pertes massives chez les banques, les assureurs, etc. Et s'en est suivi un effet boule de neige, à cause du poids des États-Unis dans l'économie mondiale, et à cause de l'interdépendance mondiale, ce qui a fait que la crise s'est propagée dans le monde entier. Pendant ce temps-là, Bernie était au sud de la France, en train de prendre des vacances avec sa femme. Mais il était au courant de ce qui se passait dans le monde. Et une fois de retour à Wall Street, il a été assailli de demandes de clients qui voulaient récupérer leur argent. Des clients de Londres, de Madrid, d'Abu Dhabi, bref... du monde entier, ce qui ne sent vraiment pas bon pour Bernie. Et il ne faut pas oublier que ceux qui retirent leur argent, ils retirent aussi leurs gains. Donc, ça va vite. Et pour enflouer sa pyramide, il va appeler ses plus fidèles clients pour les convaincre d'arrêter de retirer et les convaincre de recommencer à investir, car c'est le meilleur moment. Oui, mais non. C'est la crise mondiale. Donc croyez-moi quand je vous dis que personne n'est tombé dans le panneau. Et le 2 décembre 2008, il reste 300 millions de dollars dans la pyramide de Bernie. Et le total des demandes restantes s'élève à 1,5 milliard de dollars. Donc... on peut clairement dire que c'est le début de la fin. Et Bernie en est parfaitement conscient. Donc il va voir son bras droit et lui dit tout cash. Il lui dit que c'est la fin et qu'il n'a plus d'argent. Et Bernie s'est alors dit qu'il allait donner le reste de son argent à sa famille, à ses employés et à ses clients les plus fidèles. Et ses enfants marqués Andrew n'ont pas compris leur père. Pourquoi leur donner de l'argent à eux et leurs employés alors que c'est la crise? Ça n'a aucun sens. Et ils sont partis le voir dans son bureau pour en parler. Bernie leur explique que l'argent qu'il leur donne est un cadeau, mais ses deux fils ne comprennent pas. Et ils lui disent que c'est la crise. Pourquoi tu nous donnes de l'argent? C'est la crise. Mets-le plutôt dans l'entreprise, investis-le et mets-le en sécurité. Et plus ils essayent d'argumenter, plus Bernie perd son sang-froid. Et il était à bout de devoir subir tout ça. Donc Bernie et ses deux fils rentrent chez eux, et là-bas, Bernie fait une réunion de famille. Et il leur révèle tout. Il leur révèle tout sur la pyramide de Ponzi, sur le fait que l'entreprise est détruite et ruinée. Et ses deux fils qui n'étaient au courant de rien s'effondrent au sol. Ils se mettent à pleurer. Et après qu'il ait fini d'expliquer, sa femme lui demande « Chérie, c'est quoi une pyramide de Ponzi ?» Je vous laisse imaginer l'ambiance. Et une fois la réunion finie, les deux frères se sont dit qu'ils doivent engager un avocat. Parce que là, ça ne va pas. Donc, ils vont voir leur avocat et ils lui expliquent tout. Et leur avocat leur donne un conseil simple. Il leur dit « La seule chose à faire pour vous sauver, c'est de le dénoncer. » Donc ni une ni deux, ils appellent le FBI et leur dit tout. Et dès le lendemain, le FBI frappe à la porte de Bernie et il se fait arrêter. Et une fois arrivé chez le FBI, pendant 2 heures, il va tout leur raconter.
story, the Fed's uncovering a $50 billion Ponzi scheme. The SEC accusing Bernard Madoff and his investment firm with securities fraud. A former chair of the NASDAQ, but a man who prosecutors claim used his cloak of professionalism to commit fraud on a massive scale. Madoff is alleged to have duped investors out of a staggering $50 billion in what could turn out to be the largest ever swindle by one individual. C'était fou, dans les journaux du monde entier, à la télévision, tout le monde en parlait. Bernard Madoff est un escroc. C'était devenu le visage de la crise financière. Plus le temps passait, plus de nouvelles infos surgissaient. Des noms connus ressortaient. Larry King, Steven Spielberg, Liliane Bettencourt, eux tous ont investi chez Bernie. Mais aussi plein d'autres investisseurs sont apparus dans les journaux. Des gens qui ont épargné toute une vie, des retraités, des enfants de parents décédés qui ont investi chez Madoff. Madoff is a thief. He scammed everyone. He's probably scamming the government right now and the people. At this stage in my life, I'm 72 years old. I wake up one morning and I got to worry about Social Security taking care of me for the rest of my life. What happened? I lost everything. I lost all my savings from my life savings from modeling and my inheritance from my mom. My mom had just died recently, and I heard, you know, that Mr. Madoff was beyond reproach, and I trusted him with even my entire mom's inheritance, and now my mom is dead, and so is the money. It's all gone. I didn't put half in or a quarter in. I unfortunately put everything in, and so I was really wiped out. Et dans le lot, on compte aussi des noms français comme BNP Paribas, le Crédit Agricole, Société Générale ou encore Groupama. Après son arrestation, Bernie a pu rentrer chez lui en attendant son procès et sa condamnation. En mars 2009, Bernie plaide coupable et il se fait placer en détention dans la prison de Manhattan en attendant sa condamnation. Et en attendant sa condamnation, le procureur qui était chargé de l'affaire voulait qu'il négocie une remise de peine en balançant tous ses complices. Mais Bernie a affirmé avoir tout fait tout seul de A à Z. Il savait très bien qu'il voulait clairement protéger sa famille et ses employés. Et concernant les employés de Bernie, ils se sont tous défendus en disant qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne savaient même pas ce que c'était une pyramide de Ponzi. Et ils ont également déduit que sa famille ne semblait pas être au courant. Mais ensuite, c'était au tour de la SEC de subir une avalanche de critiques. En même temps, c'est pas très étonnant, vu toutes les fois qu'on les a avertis. That we had provided enough red flags and mathematical proofs to the SEC for them where they should have been able to shut him down right then and there at under $7 billion. But, unfortunately, the SEC staff lacks the financial expertise and is incapable of understanding the complex financial instruments being traded. What the heck went on? Your mission, you said, was to protect investors and detect fraud quickly. How'd that work out? What went wrong? It seems to me a private, with all of your investigators and all of your agency and everything that you all described, one guy with a few friends and helpers discovered this thing. I can only talk about what we do overall. No, we want to know specifically. I don't know what your general purpose in life is. I don't need you to come here to tell me that you hate fraud. Hate when that happens, don't you? But you're supposed to point it out before it happens. In enforcement, obviously, we can't, and I understand that concern. In enforcement, last year we brought 670 some odd cases. In the past 2 years, we brought 70 cases involving Ponzi schemes. In those 70 cases, Listen, I'm sure you have medals and ribbons and stuff like that, and congratulations on all the good stuff that you've done. I don't want to belittle any of that. But this is huge. How do you miss that? Ah, c'était vraiment leur procès, c'était leur procès. Ah oui, et je ne vous ai pas dit le montant total de l'escroquerie. Eh bien, ça se compte en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Plus précisément, 64,9 milliards de dollars. Mais d'après Bernie, les 64 milliards de dollars étaient des faux profits, et que le total d'argent réel que les clients ont investi atteignait en fait 19 milliards de dollars. Ce qui reste énormissime. Par contre, pour les clients de Bernie, le cauchemar ne fait que commencer. Les clients qui ont retiré l'argent de la pyramide de Ponzi qu'ils étaient censés avoir gagné, maintenant ils devaient rembourser les autres victimes, même si elles étaient elles aussi victimes, et que les retraits ont été effectués il y a des années. Imaginez, vous avez investi pendant 10 ans, et vous ne savez pas que c'était une pyramide de Ponzi. En gros, tout l'argent que vous avez retiré pendant les 10 ans, vous allez les rembourser. Et Pickauer, rappelez-vous, c'est lui qui avait profité le plus de la pyramide de Ponzi. Et je vous ai dit qu'il avait retiré 7 milliards de dollars. Eh bien, il est décédé entre-temps, et c'est sa femme qui a dû tout rembourser. Et le 29 juin 2009, Bernard se rend au tribunal pour sa condamnation. L'homme qui était considéré il y a quelques années comme l'homme de confiance de Wall Street comparaît devant la justice pour attendre sa sentence. Dans la salle, il y avait des centaines de victimes à qui il avait détruit la vie. L'avocat de Bernie demande au juge
d'être clément, en mettant en avant que c'est qu'un homme de 70 ans et qu'il ne refera plus jamais une telle chose. Ensuite, Bernie a pris la parole. Lorsque j'ai commencé ce problème, ce crime, je croyais que c'était quelque chose que j'arriverais à gérer seul. Mais c'est devenu impossible. Plus j'essayais, plus je m'enfonçais moi-même. Et ensuite, il s'est retourné et il s'est adressé aux victimes. Et il leur a dit « J'ai laissé un héritage de honte, comme certaines de mes victimes l'ont souligné, à ma famille et à mes petits-enfants. C'est quelque chose avec lequel je vivrai pour le reste de ma vie. Je suis désolé, même si je sais que ça ne vous aidera pas. » Mais cela n'a rien changé, et le juge lui a donné une peine à la hauteur de ses crimes. Il le condamne à 150 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Et il est ensuite placé à la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. Après le jugement et la condamnation, le but du gouvernement américain était de faire tomber tous ceux qui avaient participé à la pyramide de Ponzi. Ils sont partis chercher tous ces employés du 17e étage, et ils les ont condamnés à des peines allant de 2 ans à 6 ans de prison. Le petit frère de Bernie, lui, a pris 10 ans, mais il n'était pas accusé d'avoir participé à la pyramide de Ponzi. Guy Pascali, lui, avait directement collaboré avec les fédéraux pour faire baisser sa peine, mais il est mort d'un cancer des poumons juste avant sa condamnation. La famille de Bernie, quant à elle, a complètement été détruite. Mark et Andrew ont totalement renié leur père, sa femme ne voulait pas l'abandonner, mais ses fils qui le détestaient ont donné un dilemme à leur mère. C'est soit lui ou nous. Et sa femme a choisi Bernie. Donc ses fils ont également coupé les ponts avec leur mère. Leur famille était littéralement détestée. Tout le monde les accusait d'avoir participé à la pyramide de Ponzi. Ils subissaient tous une pression extrême, ce qui a poussé l'un des 2 fils de Bernie, Mark, à mettre fin à ses jours. Quant à Andrew, il décédera 4 ans plus tard après la mort de son frère d'un cancer. Et il dira notamment avant sa mort « Mon père a tué mon frère et il est en train de me tuer à petit feu ». Et quant à la femme de Bernie, elle a tout perdu. Son statut, ses amis, sa famille, son époux et ses 2 fils. Et concernant Bernie, en prison, il est devenu une véritable star auprès de ses codétenus, qui le considéraient littéralement comme un héros. Et le pire, c'est qu'il a continué à faire des affaires en prison. Il a pris tout le monopole du chocolat chaud de la prison. Il les achetait et il les revendait à ses codétenus. Il a notamment écrit une lettre à sa belle-fille depuis la prison. Comme tu peux l'imaginer, je suis célèbre, et je suis traité comme un parrain de la mafia. Il m'appelle soit Oncle Bernie ou soit Monsieur Madoff. Je ne peux pas marcher n'importe où sans que quelqu'un me crie ses salutations et ses encouragements, ce qui garde mon esprit en place. C'est vraiment très doux, à quel point tout le monde est préoccupé par mon bien-être. Même le personnel. C'est beaucoup plus sûr ici que de marcher dans les rues de New York. Bernie restera en prison jusqu'à la fin de sa vie. Il décédera le 14 avril 2021 à l'âge de 82 ans. Mais malgré qu'il était en prison, il se sentait pas mal. Il ne pensait pas au passé, il n'avait pas l'air de se soucier de ses victimes, mais il pensait surtout à sa carrière et à sa famille. Et en effet, avec cette fraude financière, Bernie n'a pas seulement détruit sa vie ou celle de ses victimes, mais aussi la vie de ceux qui comptaient le plus pour lui.